On poursuit cette discussion toujours en compagnie de Fanny Bénard, directrice associée chez Buy Your Way. À vos côtés, Bertrand Pouillot, directeur des achats chez Enedis. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Compin, directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Antoine, je vais commencer par vous. La dernière fois qu'on a évoqué ce sujet des achats responsables, vous me disiez que vous sentiez une pression grandissante de la part de vos clients sur ces sujets-là. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui où il y a une certaine normalisation des choses, d'autres sujets qui passent peut-être au premier plan ? Alors, le sujet est toujours présent. Je rappelle que Manutan, nous sommes un distributeur de matériel aux entreprises, aux collectivités et aux artisans. Donc, nos clients sont majoritairement des entreprises et ce sujet est toujours présent. Après, le terme pression, il ne faut surtout pas le voir de manière péjorative. Bien sûr. En revanche, ce sujet achat responsable grandit. J'en veux pour preuve l'Obsar qui a publié en 2022 une statistique. L'Observatoire des achats responsables. Exactement, qui a publié une statistique qui dit que 10% des appels d'offres sont évalués sous le mode critère RSE, donc, qui fait partie, et donc ce sujet d'achat responsable en fait partie. On constate même que nos grandes entreprises, nos grands clients, sont plutôt de l'ordre de 20 à 30% de la qualification de leurs offres, de leur appel d'offres, dans le résultat global. Donc ce sujet est toujours présent. Il est toujours présent aussi parce qu'on vient quand même d'une période toujours post-Covid qui est toujours présente sur nos marchés, et puis parce qu'on a eu une guerre aux portes de l'Europe qui a du coup eu quelques impacts sur la disponibilité de nos produits. Donc ce sujet est encore plus présent. Encore une fois, je pense qu'il faut le voir de manière très positive et je pense qu'on va y revenir sur la manière dont les différentes lois vont flécher la responsabilité des entreprises. Moi, je vais me tourner vers le directeur des achats que j'ai de la chance d'avoir en plateau, Bertrand Pouillot. Comment est-ce que cette montée en puissance des sujets d'achat responsable a changé votre métier de façon opérationnelle ? Elle a changé déjà par la prise en compte des acheteurs. Je veux dire, nos équipes, aujourd'hui, si on ne leur parle pas de RSE, d'achat responsable, je pense qu'il manque quelque chose. Et vraiment, chez Enedis, 170 acheteurs, si je ne parle pas d'achat responsable avec l'ensemble de mes équipes, je pense que je suis à côté de quelque chose. Antoine disait 10-20% des achats avec des critères RSE. Chez Enedis, pour les achats supérieurs à 400 kg euros, je dis bien pour les achats supérieurs à 400 kg euros, c'est 100% des achats qui sont traités avec des critères RSE. On ne peut plus passer à côté. Je veux dire, ça fait sens. Ça fait sens de travailler sur ces sujets-là. Et moi, ce que j'aime bien souligner chez Enedis, c'est qu'on est capable de le vendre au niveau de la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le projet industriel et humain d'Enedis, on a un axe qui est déployer les activités RSE dans nos territoires. Et quand on regarde au niveau de la direction des achats, on est labellisé la relation fournisseur-achat responsable depuis 2019. Et ce label, il est exigeant, mais surtout, il est porté par l'ensemble de l'entreprise. Je faisais une intervention hier, je disais, une de nos fiertés, c'est quand la présidente d'Enedis cite Enedis, labellisé relation fournisseur-achat responsable. Parce que ça parle pour l'ensemble des équipes. Et encore une fois, c'est porté par les équipes. Et j'entendais Fanny tout à l'heure qui parlait de formation. Je pense que le premier levier, c'est déjà de former nos équipes. Moi, j'ai le souvenir, il y a 2 ans, j'étais à une conférence, on parlait du scope 1, du scope 2, du scope 3. Je ne comprenais rien, parce que je n'avais pas travaillé le sujet, il y a 3 ans. Et je suis sorti de cette réunion en disant, c'est pas possible que moi, je ne comprenne pas, mais surtout, je me suis dit, je ne peux pas demander à nos équipes de faire des achats responsables si elles ne le savent pas. Donc en fait, on a lancé une action pour l'ensemble des acheteurs qui s'est appelée les achats responsables nous aussi. Pourquoi nous aussi ? Parce qu'il faut que les métiers s'engagent dans les achats responsables, parce que c'est eux les prescripteurs. Mais il faut aussi que les acheteurs soient dans le bon move. C'est-à-dire qu'au moment où la demande d'achat arrive, il faut qu'ils aient le réflexe d'aller un tout petit peu challenger la demande, transformer la demande éventuellement, mieux l'adresser. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, les achats responsables, c'est vraiment une des compétences de l'acheteur. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Bertrand, qui parle de sujets qui sont techniques, scope 1, 2, 3. Tout à l'heure, on parlait de normes ensemble, Fanny. Ce sont effectivement des sujets techniques. Donc, est-ce que ça n'effraie pas un petit peu à un moment les acheteurs, cette complexité apparente en tout cas ? Elle peut effrayer quand on n'a pas formé les équipes, mis les choses sur la table. Parce que c'est une nouvelle
corde à l'arc des acheteurs, en fait. On leur demandait de traiter du prix au départ, on leur a demandé de traiter des sujets de qualité, des sujets de sécurisation, etc. Et maintenant, on leur demande de traiter des enjeux de responsabilité. Et comme le disait Bertrand, aujourd'hui, moi, ce que je constate chez mes clients, c'est que les équipes achats, elles veulent travailler ces sujets-là et elles veulent qu'on leur donne les outils, les compétences, le savoir-être et le savoir-faire pour le faire. Donc, en fait, ça peut faire peur parce que c'est une montagne, parce qu'en plus, on parle d'enjeux environnementaux et sociaux, donc c'est des compétences qui ne sont pas les mêmes. Mais une fois qu'on a fait monter en compétences, une fois qu'on a les bonnes ressources internes aussi en termes d'expertise, les directions RSE, pour moi, leur but, c'est d'évoluer vers plus d'expertise interne pour accompagner les métiers et notamment les achats dans le développement des outils, l'évaluation des fournisseurs, etc. Donc, une fois qu'on a bien constitué cette équipe-là, ressources externes, expertise, ressources internes, expertise et acheteurs, c'est plus trop une montagne et c'est une nouvelle compétence pour les acheteurs. Antoine, vous considérez que ces normes, ces labels, tout ça, ce sont finalement des outils au service d'une montée en compétence, c'est pas le bon terme, mais d'une montée en responsabilité pour votre groupe aujourd'hui ? Alors oui, d'ailleurs chez Manutan, le sujet de la RSE fait partie de nos gènes et de notre stratégie. Et je vois que c'est un sujet qu'on a en commun autour de cette table. Tout à l'heure, j'aimais beaucoup, Fanny a cité le terme de conscience, qui est quelque chose qui est très individuel et personnel que l'on doit mettre au profit de nos stratégies d'entreprise. Les normes ont cette nécessité qu'elles vont pouvoir, encore une fois, orienter sur où est-ce que nous devons ensemble aller pour faire en sorte que et l'environnement et la société puissent bénéficier avec des impacts très positifs des décisions que l'on prend. Je rappelle encore une fois que l'on va extraire aujourd'hui beaucoup de matières dans le monde et qu'on a une pénurie des matières, que tout ce qui constitue la production, l'extraction, la production, l'acheminement de ces matières-là, ça consomme de l'empreinte carbone et que ça a un poids sur notre environnement. Et à terme, on pense aux jeunes générations qui, elles, je pense, ont assimilé peut-être un petit peu plus rapidement que nous tous ces sujets-là. Par contre, nous, Bertrand l'a cité, on s'en imprègne, on apprend, on forme nos différentes équipes. Et puis les normes nous aident à le faire. Vous avez cité tout à l'heure la norme 20400. Norme, toujours pareil, l'Obstar précise que 56% des entreprises connaissent cette norme. Ce qui signifie qu'il y a presque la moitié d'entreprises qui ne la connaissent pas. Absolument. Or, cette norme qui est non pas complexe mais riche, elle met en avant le principe de la considération dans le TCO, le Total Cost of Ownership, parce on a souvent dit qu'il n'y a pas que le prix d'achat du produit, mais tout ce qui va constituer son acheminement, son stockage, la gestion des fournisseurs, de la base de données produits. Ça, c'était ce qui constituait auparavant le TCO. La norme 20400 dit, il va falloir qu'on aille plus loin et qu'on considère l'entièreté de la vie du produit, c'est-à-dire de son tri, de son déchet, de sa réparation, de son recyclage, pour pouvoir réellement constater de l'impact complet qu'on a sur l'utilisation et l'achat d'un produit. Mais ça veut dire que vous pourriez être amené à changer de fournisseur ? Alors, de toute façon, on se doit de s'appuyer sur des fournisseurs. Toute entreprise que nous sommes, je peux vous parler de Manutan plus en détail, parce qu'en tant que distributeur, nous nous appuyons sur des fabricants pour alimenter, commercialiser des produits auprès de nos clients. Bien évidemment, et nous avons 3000 fournisseurs historiques avec qui on travaille. Historique ne signifie pas qu'on ne changera pas. Historique, ça signifie qu'ensemble, avec eux, on avance dans la même direction. Et on demande d'ailleurs à nos fournisseurs de nous évaluer. Alors ça, au passage, c'est un petit tips aussi qu'on peut donner. C'est très facile d'évaluer ses fournisseurs. Et c'est important de le faire pour s'assurer qu'ils respectent les droits fondamentaux. On revient sur le sujet du risque de tout à l'heure. Mais c'est aussi très intéressant de demander à nos fournisseurs comment est-ce qu'ils nous évaluent et comment est-ce qu'on avance ensemble dans le même sens. Ça n'est pas qu'une question d'un fournisseur qui doit faire de son côté ou un fabricant qui fait du sien et un client qui décide de ce qu'il consomme et ce qu'il ne consomme pas. C'est tout l'écosystème. C'est l'ensemble de la chaîne et la symétrie des attentions sur ce sujet principal de la responsabilité sociétale des entreprises qui doit être prise en compte par l'ensemble de la chaîne. Bertrand, puisqu'Antoine parlait de risques, comment est-ce que vous établissez cette cartographie des risques ? Au-delà du risque, et juste pour compléter ce que dit Antoine, ma philosophie aujourd'hui, c'est de dire on ne peut plus être dans l'injonction, on doit être dans l'accompagnement. C'est très facile, à la limite, d'écrire des cahiers des charges en disant il y a qu'à, faut qu'on, et s'en protéger. Et de l'imposer aux fournisseurs. Aujourd'hui, chez Enedis, parce que la particularité d'Enedis, c'est d'être déployé sur l'ensemble du territoire, 38 000 agents, 800 sites, et en fait, on adresse 1500 TPE, PME. Et moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de dire je veux sortir de l'injonction et passer dans l'accompagnement. Et donc, notre process aujourd'hui, il est de dire parce que ces 1500 TPE, PME, en fait, en toute simplicité, j'en ai besoin. Elles réalisent nos activités de base. Et donc, c'est de dire, ces 1500 TPE, PME, non seulement je vais leur proposer un audit, mais en plus, je vais travailler avec elles
pour grandir. Parce que si ces entreprises ne grandissent pas, on sait tous que dans 3, 4, 5, 10 ans, on ne pourra plus travailler avec elles. Donc aujourd'hui, c'est ce risque majeur que moi j'identifie. C'est quand on adresse 1500 TPE, PME, on ne peut pas se dire que toutes seules, elles vont franchir le pas qu'on attend d'elles. Et donc l'idée, c'est de dire, accompagnons-les, travaillons sur la dimension RSE. Et RSE, j'aime bien moi décliner que la RSE, c'est la planète. Donc on est sur l'émission des gaz à effet de serre, mais c'est les femmes et les hommes, et c'est aussi le territoire, quoi. Je veux dire, nous, récemment, on a mis dans nos clauses de marché que les entreprises devaient recruter des apprentis. On est sur la dimension hommes et femmes. Et une TPE-PME, je ne suis pas sûr qu'elle avait cette idée native. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes nos entreprises font appel à l'apprentissage. Et comment elles le reçoivent, ça, quand vous leur dites je vais aller faire un audit chez vous et ensuite je vais vous accompagner sur ces sujets-là? Parce qu'il peut y avoir la crainte de je risque de perdre mon marché, ils vont me taper sur les doigts. Enfin, j'imagine que ce n'est pas forcément reçu. Alors, le premier principe, c'est que l'accompagnement ne garantit pas des marchés. Ça, c'est une règle de base. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vous accompagne, ce n'est pas parce que je vous demande d'obtenir une norme que je vous donnerai du travail. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, cette dimension accompagnement, moi je dis elle est plutôt associée à de la proximité. Notre panel de construction de travaux de réseau, il est plutôt stable. Donc c'est des entreprises avec qui on travaille depuis longtemps. On est dans une dimension de croissance d'activité. Si je vous dis 96 milliards à l'horizon 2040, ça représente des travaux massifs. Et ces entreprises, je vous le redis, on en a besoin. Donc il y a cette notion, pas de dépendance, mais presque de construire ensemble le réseau de demain avec elles. Et elles le reçoivent plutôt bien. Et il y a une base qu'on a mis dans le principe de notre action, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas d'accepter cet accompagnement. Par contre, on vous propose un accompagnement, et je trouve que c'est sain, quoi. Il y a une notion presque de transmission, et sans vouloir se donner la dimension de je suis la grande entreprise et les petites entreprises, on va vous montrer comment. Il n'y a pas cette dimension-là. Par contre, il y a la dimension d'accompagnement et sans obligation. Et je crois que ça a une vertu. Travailler ensemble. Fanny, vous observez tout ce qui se passe évidemment sur toute typologie d'entreprise, vous l'expliquez tout à l'heure. Est-ce que les problématiques d'inflation, de difficultés d'approvisionnement qu'on a eues ont ralenti cette montée en charge des achats responsables ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça n'a pas eu de conséquences? Parce qu'on sait qu'en général, acheter responsable, ça peut coûter plus cher, en tout cas dans certains cas. Et donc quand on a de l'inflation par-dessus, par exemple, ça peut compliquer la donne. C'est vraiment une question qu'on s'est posée, nous, en plus, en tant que consultants, en se disant, est-ce que les achats responsables vont perdurer chez nos clients ou est-ce que ça va s'arrêter? On n'a pas du tout vu une baisse d'activité de notre cabinet. Donc, c'était déjà que les achats responsables, au moins, ont toujours le vent en poupe, entre guillemets. Mais clairement, nos clients ont continué à travailler ces sujets-là, même avec des équipes achats qui étaient très occupées à gérer des hausses de prix, gérer des ruptures d'approvisionnement. Antoine le disait tout à l'heure, on a eu des problèmes d'approvisionnement de certaines matières premières quand même de façon très très importante. Donc le sujet n'a pas du tout été abandonné. Et même, et c'est quelque chose qu'on avait aussi vu durant la période de Covid avec les confinements, nous on avait été interrogés avec l'ADRA, l'association des directeurs et responsables achats, des directeurs achats justement pour savoir si les achats responsables avaient permis de mieux s'en sortir pendant cette période-là. Et en fait, clairement, et on le voit toujours aujourd'hui, parce que ça demande de bien connaître ses fournisseurs. Ça demande de savoir où sont les enjeux et déjà où ils sont ces fournisseurs-là, comment sont structurées les chaînes d'approvisionnement. Ça demande parfois aussi d'avoir fait des choix avant de changement de matière, par exemple, et tout ça aide aussi aujourd'hui. Et puis, ça demande, dans une démarche achat responsable, et Antoine le disait, et Bertrand vient de le dire aussi, c'est pas que j'évalue mon fournisseur, je mets des critères dans mon cahier des charges, c'est aussi je me comporte comme un acheteur responsable. J'ai conscience de l'impact que j'ai sur mon fournisseur, j'essaie de mettre en place des relations les plus partenariales et durables possibles. Et en fait, ces relations-là, construites sur le long terme, font qu'on peut être aussi le client préféré de ses fournisseurs et qu'en cas de rupture, de passage de hausse, etc., on ne va pas le négocier de la même façon avec un acheteur responsable qu'avec un acheteur qui n'aurait pas mis en place ce genre de démarche. Et donc, non, le sujet ne s'est pas arrêté, voire en fait, il se renforce dans une situation de crise aujourd'hui. Quel impact ça a concrètement sur votre business de mettre en place une telle démarche, Antoine ? Eh bien, beaucoup d'impact, mais je vais essayer d'en donner deux, puisque je rejoins complètement Fanny. Ce sujet-là reste au cœur. Nous, chez Manutan, on ne pense pas qu'on doit opposer le sujet achat responsable et cette capacité à faire et
une inflation qui potentiellement peut faire monter les prix. Et c'est pas parce qu'on achète plus responsable que ça coûte plus cher, c'est pas parce qu'on achète moins responsable que ça coûte moins cher. En revanche, il y a des moyens de contourner l'inflation en allant sur des modèles beaucoup plus responsables. Par exemple, on peut, au lieu d'acheter un produit et subir de plein fouet l'inflation, on va commencer à avoir des tendances de consommation d'usage où, chez Manutan, on propose, par exemple, d'autres sociétés le font aussi, de mettre à disposition des espaces de bureaux qui ne sont pas achetés en tant que tels par l'entreprise, mais qui vont être loués sous un mode de location, où on va louer l'usage et donc on va permettre potentiellement de lisser, et on est sur un modèle qui est totalement différent de l'achat. Et le deuxième exemple que j'ai envie de donner, et nous y croyons très fort chez Manutan, c'est le principe de l'économie circulaire qui s'oppose à l'économie linéaire. J'extrais de la matière première, je la produis, je l'achemine et je l'utilise, et puis une fois qu'elle est utilisée, je la jette. L'économie circulaire va faire re-rentrer dans un deuxième cycle de vie les produits qui auront été usagés. Donc potentiellement, ils peuvent être triés, ils peuvent être détruits s'ils ne peuvent pas être réutilisés. Mais on voit bien que ce sujet d'économie circulaire, quand vous rachetez un produit qui a déjà été consommé, vous ne repayez pas l'inflation de ce produit-là, voire même vous le payez moins cher. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de paradoxe aujourd'hui à la fois être très responsable et bénéficier en plus de ça d'un impact qui n'est pas celui de l'inflation. Un exemple pour donner un petit peu ce qu'on peut faire sur cette économie circulaire, on a lancé cette année un service de collecte du matériel informatique. Vous ne soupçonnez pas le nombre de produits usagés qui traînent dans vos placards et dans votre salle. Il y a eu des chiffres, je crois que c'est assez effarant. Je vais vous en donner un, puisque nous, on l'a fait pour nous-mêmes. On s'est mis dans cette situation-là, et sur notre bâtiment, on a récolté 1,5 tonne de matériel informatique. 1,5 tonne 1,5 tonne. On ne s'y attendait absolument pas. Ce matériel informatique qui n'était absolument pas été utilisé a été trié. Ce qui a pu être réparé l'a été, ce qui a dû être détruit l'a été, mais avec un certificat, parce qu'on ne détruit pas des produits comme ça. Et ce qui a pu être réintégré dans un cycle d'achat l'a été également, et on partage dans ces cas-là les bénéfices à 70% pour la société qui a mis à disposition son matériel à collecter. Donc vous voyez que l'économie circulaire à ce niveau-là a un vrai sens dans les achats responsables et qui ne vient pas opposer le principe de l'inflation qui ici n'existe plus. Bertrand Bouilloux, quels sont les freins que vous identifiez encore aujourd'hui pour mener jusqu'au bout une stratégie d'achat responsable ? Un premier point, et que j'aime à préciser, les achats responsables, on les fera à deux. C'est-à-dire qu'il faut un acheteur, mais il faut aussi un responsable. Alors, je suis pas en train, un fournisseur responsable. Je ne suis pas en train de dire que nos clients, nos fournisseurs ne sont pas responsables, mais je peux avoir certaines situations de conflit où j'estime avoir une position d'acheteur responsable et où mon fournisseur ne l'a pas. Donc, il m'arrive assez fréquemment devant nos fournisseurs de dire c'est une démarche qu'on fera à deux et pas tout seul. Et en fait, il faut de l'écoute. Il faut de l'écoute en ce moment quand vous avez les prix de l'énergie qui explosent. Il y a une clause qui s'appelle la théorie de l'imprévision. On peut la mettre en œuvre, on peut l'analyser, mais qu'il y a une seule condition. C'est que la demande ne soit pas formulée au sens vous devez, il n'y a qu'à. Non. On discute. On discute. Il y a une difficulté, on discute. Il y a un contrat et on applique le contrat avec, dans toutes ses dimensions. Et cette dimension écoute et respect, bien sûr qu'il y a du business derrière, il y a de l'argent. Pour autant, c'est le respect qui, je pense, nous permettra de progresser. Moi, je cite souvent l'exemple de Covid. Je pense que l'entreprise Enedis avait eu des démarches remarquables dans le cadre de Covid, mais je crois qu'une des plus fortes, ça a été celle lorsque, de mémoire, je crois que c'était un dimanche de mars, où le gouvernement a décidé de confiner. Nous, on a appelé nos entreprises de travaux pour leur dire demain, on ne travaillera pas. On confine. C'était le dimanche soir. Et ça veut dire que le lundi matin, ils ont appelé toutes leurs équipes en leur disant ça ne travaillera pas chez Enedis, vous rentrez les engins, vous rentrez tout, on va confiner nous aussi. Et sur le terrain, ça s'est passé idéalement, parce que nos équipes et les équipes des entreprises de travaux avaient le même message. Je vous laisse imaginer s'il n'y avait pas eu cette cohérence globale entre mais qui va payer, qui ne va pas payer, etc. Non, on avait décidé que tout le monde rentrait. Mais ce genre de démarche, quand vous avez l'alignement, moi je parle toujours de cet alignement, il faut un alignement à la tête de l'entreprise. Je veux dire, les achats responsables, Antoine le disait, s'il y a une vraie volonté de l'entreprise, par exemple, de réutiliser du matériel usagé, on y arrivera. Mais il faut l'écrire, parce que nous, poser du matériel d'occasion sur des réseaux neufs, je ne crois pas qu'on y soit encore complètement préparé. Maintenant, je pense que ça fait complètement sens. Et on le fera.
Fanny, on va arriver au bout de l'émission, mais en fait, ce qui me frappe le plus, c'est que j'ai l'impression que c'est un mouvement qui doit être très collectif pour pouvoir englober toute la chaîne d'approvisionnement et qui doit être aussi porté par des dirigeants qui incarnent aussi ça au-delà même, je pense, des directeurs d'achat. Vous me confirmez ? Je confirme. Parmi les freins principaux qu'on voit à la mise en place de ces démarches, ça peut être, même si on a des directeurs achats très volontaires ou des directrices achats très volontaires, en fait, un top management qui n'est pas toujours sensibilisé au sujet, parce qu'on parlait de formation aujourd'hui, et la formation des COMEX sur ces sujets de responsabilité sociétale n'est pas toujours au rendez-vous. On forme les équipes, on ne forme pas toujours les COMEX. Et puis, des objectifs contradictoires entre je veux continuer à m'approvisionner dans telle zone et en même temps diminuer mes émissions de gaz à effet de serre, je veux continuer telle matière mais en même temps diminuer l'impact sur l'environnement, etc. Donc en fait, on a encore des objectifs contradictoires. Et en effet, si les dirigeants et les dirigeantes ne sont pas volontaires et ne sont pas moteurs sur ces sujets-là, on va avoir des acheteurs qui vont peut-être avoir très envie de faire des choses, mais qui vont parfois se confronter à une forme de plafond de verre de leur démarche pour pas aller à l'inverse des objectifs qu'on leur donnerait du haut. Et puis, c'est la stratégie globale de l'entreprise. Quand on fait des achats responsables, vraiment, on se rend compte très vite que ça va venir toucher la stratégie, voire toucher le business model. Et donc, ça va remettre en question tout un tas de choses en interne sur qu'est-ce que je vends, comment je le fabrique, avec qui je travaille, etc. Et ça pose des questions qui sont parfois vraiment fondamentales et cruciales. Donc, sans dirigeant, sans business model, sans stratégie qui va vers plus de responsabilité, les démarches achats responsables, au bout d'un moment, elles arrivent à leurs limites. Merci beaucoup Fanny Bénard. Je rappelle que vous êtes directrice associée de Buy Your Way, Bertrand Pouillou, directeur des achats chez Enedis et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. On se retrouve bien sûr au mois de janvier pour un nouveau numéro de Smart at Work.